la coutume veut qu'on attende toujours les 5 premières minutes pour les retardataires. Déjà, merci beaucoup à tous. Bienvenue sur ce format. Donc, comme je le disais, qu'on a co-organisé avec Rhapsody et Pauline, qui représente la FEVAD ce matin et qui a gentiment voulu nous accompagner. Déjà, merci Buell pour votre accueil, puisqu'on est aujourd'hui dans les locaux de Rhapsody et on a voulu organiser donc ce format sur un thème évidemment maintes fois abordé ces dernières années, mais qu'on a voulu adresser avec un prisme un peu différent, peut-être un peu plus large que ce qu'on a l'habitude de couvrir. Donc les clés du succès pour maximiser la conversion et minimiser la fraude dans le e-commerce. On a pensé ce format sur un principe de table ronde. On l'a souhaité évidemment résolument interactif. Donc, on a plusieurs possibilités évidemment de fonctionner avec des questions-réponses à la fin. Nous, on a choisi évidemment d'aller sur quelque chose d'interactif et de vous laisser la parole si vous le souhaitez pendant l'échange, puisque ça va être un échange assez informel qu'on a souhaité. On a également intégré des sondages dans le cœur de cette présentation et de cette discussion pour aussi vous mettre à contribution et savoir avoir un peu votre avis sur les différents sujets thématiques qu'on va couvrir aujourd'hui. Puisque je parle des thématiques, on va avancer sur l'agenda si les slides veulent bien passer. Donc le sommaire, on traitera donc cet échange en 4 grandes parties. Une première partie, en fait, on fera un petit point sur les actualités du marché, avec notamment Pauline qui va gentiment nous partager plusieurs éléments chiffrés de l'actualité du e-commerce avec sa casquette donc, de la FEVAD. On traitera ensuite des pages de paiement, de la fluidification du parcours, parce que c'est un élément finalement très large. Il y a des pistes d'optimisation à chaque étape finalement du tunnel d'achat, du moment où votre acheteur va rentrer sur votre site, même avant, comment vous allez pouvoir l'attirer sur votre site e-commerce, et jusqu'à la dernière étape du checkout qui vient in fine valider toute cette période d'acquisition et valider donc l'action que vous avez pu mener avec votre client. On basculera dans une deuxième partie autour de la partie authentification, autorisation et scoring. Donc, on rentrera dans le vif du sujet de comment mettre en place pré-autorisation de la transaction, une stratégie gagnante à la fois en termes d'optimisation de l'acceptation et de prévention contre la fraude. Et puis, on terminera avec une dernière partie autour, évidemment, du sujet épineux qui est la fraude, les points clés d'attention et comment vous pouvez lutter efficacement là-dessus après, finalement, cette transaction et après la partie autorisation, le scoring qui peut être fait pré-autorisation. Donc, pour traiter de tous ces sujets, j'ai la chance d'être bien accompagné aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter, du coup. Merci, Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Pauline. Ravi de partager aujourd'hui cet échange avec vous deux par rapport au sujet bien passionnant du taux de conversion et de la maîtrise de la fraude. Donc, Rhapsody Conseil, rapidement, c'est un cabinet de conseil en management et parmi nos différentes expertises, j'ai la chance de diriger l'expertise iType Payment où on se concentre justement à accompagner les marchands par rapport à leurs problématiques paiement au sens large de la stratégie, la sélection des prestataires, fraude, paiement, prestation et aussi l'audit et le pilotage de la performance des paiements. Super, merci. Pauline, je te laisse enchaîner. Bonjour à tous, donc Pauline Fiquemont de la FEVAD. Déjà, merci à Rhapsody Conseil et à iPay pour l'invitation ce matin à participer à ce webinaire. Donc la FEVAD, c'est la Fédération des entreprises du e-commerce et de la vente à distance qui représente donc, le secteur du e-commerce, notamment auprès des pouvoirs publics. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont adhérents à la FEVAD et je serai là aujourd'hui pour donner une vision plus marché, macro sur ces sujets du paiement. Super. Merci Pauline. Du coup, je vais clôturer ce tour de table. Moi, Jérémy Buffalon, je suis directeur commercial France d'IP, une société que j'ai rejoint il y a bientôt 10 ans et qui est spécialisée donc dans le paiement omnicanal, alors qui s'est lancé il y a 10 ans sur le paiement digital et qui a finalement accompagné la mutation du marché vers des problématiques d'encaissement omnicanal. Donc aujourd'hui, la promesse d'IP,
et de pouvoir offrir des solutions d'encaissement à des commerçants sur tous les points de contact qu'ils peuvent avoir avec un client final, que ce soit en digital, que ce soit à distance via des liens de paiement au téléphone, en magasin évidemment, avec toutes les nouvelles cinématiques aussi innovantes que peuvent proposer les enseignes sur la surface de vente, et également un spécialiste de l'encaissement pour compte de tiers, donc des marketplaces qui ont évidemment des problématiques à adresser à la fois d'un point de vue réglementaire, mais à la fois d'un point de vue schéma de flux. Voilà pour la présentation des speakers du jour, et je vais laisser du coup la main à Pauline qui va nous parler de l'actualité des marchés au travers de différents chiffres clés. Jérémy, l'idée aujourd'hui, c'était de commencer ce webinaire en vous donnant quelques indications sur le marché du e-commerce, puisque la FEVAD en fait a un baromètre trimestriel basé sur un panel de commerçants dont sont tirés ces chiffres. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des études sur le site de la FEVAD. Pour vous donner quelques indicateurs sur la santé économique du marché, on voit que le secteur du e-commerce est toujours en croissance. Ce qui est important et intéressant de noter, en fait, c'est qu'après un petit pic qu'il y a eu au moment du Covid, on retrouve une croissance plus stable par rapport à l'avant-Covid, et qu'en fait, si vous regardez sur l'étude détaillée la croissance linéaire sur ces dernières années, en fait, on retrouve la continuité avant Covid. On s'inscrit vraiment dans une linéarité de croissance du secteur. De même, le nombre de transactions par rapport au premier trimestre 2021, parce que là, ce sont les chiffres du premier trimestre 2022, continuent de progresser. On atteint 529 millions d'euros 529 millions de transactions au premier trimestre de cette année, avec un panier moyen qui est également en croissance. Et là, ce qui est intéressant, c'est en fait de noter qu'il y a un double effet. En fait, ce panier moyen atteint 68 € à peu près au premier trimestre. C'est que c'est particulièrement tiré par la croissance du secteur des services, notamment sur le voyage et les loisirs. Et qu'il y a un double effet où le panier produit en fait reste relativement stable malgré le contexte inflationniste. Donc il y a des arbitrages en fait au niveau de la consommation, et pour la première fois qui se font a priori entre produits de consommation notamment alimentaire versus voyage loisirs, même si voilà, cette tendance de croissance du secteur des services est une tendance assez stable depuis les années Covid. Et donc, pour vous donner ces nouvelles tendances en fait, sur le marché qu'on constate, c'est justement ces nouveaux arbitrages entre loisirs et produits techniques mode qui s'opèrent. Aussi, une motivation prix plus forte, là où avant le Covid, on était plutôt sur des enjeux de praticité dans les choix qui étaient faits. Là, on retrouve des phénomènes de fin de mois, de début de mois, de comparaison des produits. Et enfin, la dernière tendance, c'est le développement du second main, puisque un Français sur deux a acheté un produit de seconde main ces 12 derniers mois. Et on considère au niveau de la FEVAD qu'à court terme, moyen terme, quasiment tous les sites offriront une offre de seconde main. Donc, c'est aussi des enjeux qui se développent. Et donc, pour tous ces enjeux-là, on voit que le paiement est in fine l'enjeu de conversion principal. Je crois que Jérémy, au niveau d'iPay, vous constatez aussi. Oui, alors c'est intéressant parce que effectivement, après 2 années de Covid où l'activité digitale des commerçants et e-commerçants a été naturellement en fait boostée, on a connu une année 2022 et nous on l'a bien vu sur notre base marchand existante qui a fortement grossi ces 10 dernières années. On a connu un ralentissement, alors assez peu de décroissance, mais finalement une croissance moins rapide que ce qu'on connaissait sur les dernières années. Et évidemment, même si on mettait de côté les tendances qu'on avait pu constater pendant le Covid, où on savait très bien que c'était pas, on va dire, la base, on s'attendait pas. Et les commerçants eux-mêmes, puisqu'on les sonde beaucoup, ça fait partie de la promesse aussi d'AIP d'être très proche de
de ces marchands, ils s'attendaient pas finalement à un tel fléchissement. Et c'est vrai que évidemment, on a revu un peu des tendances différentes. Le secteur des services, du voyage, on va dire la consommation servicielle, comme tu l'évoquais, Pauline, a fortement augmenté l'année dernière, au détriment évidemment d'activités plus traditionnelles autour de l'habillement, de la mode, de la beauté, qui sont effectivement des secteurs qui ont un peu plus subi, on va dire, ce ralentissement, on va dire, et l'inflation de manière générale. Ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a quand même des enseignes qui, dans ces verticales-là, qui pour autant étaient plutôt en crise, ont réussi à très bien évoluer. Et c'est très souvent des enseignes qui ont à peu près toutes un marqueur commun. C'est des enseignes qui ont beaucoup travaillé tout l'aspect communautaire en fait de leur clientèle. Donc en fait, elles ont réussi à souvent d'ailleurs à finalement très bien lier justement le magasin et la partie digitale, l'influence, les réseaux sociaux pour mieux engager encore leur communauté. Et on a un exemple, par exemple, Jonac, qui est une enseigne qu'on accompagne maintenant depuis 2 ans, à la fois sur le digital et sur les magasins, qui, dans ce contexte où finalement la verticale de la mode, de la chaussure souffrait énormément, on a vu beaucoup d'enseignes malheureusement fermer leur réseau de magasins, connaît des croissances formidables depuis plusieurs années, avec une part du digital qui se renforce dans le chiffre global de la société. Et pourquoi ? Parce que justement, ils ont réussi à créer, on va dire, des messages et une communauté autour, au travers de leur base client, qu'ils animent de manière très innovante et qui, du coup, ont un engagement à la marque qui permettent peut-être de rogner sur les différents critères que tu évoquais tout à l'heure au moment de la motivation prix et autres. Donc ça, c'est hyper important de se dire que même dans un contexte effectivement macroéconomique difficile où évidemment il y a des arbitrages qui sont de plus en plus durs pour les ménages et les consommateurs, et ben c'est pas une vérité absolue et il y a aussi possibilité de bien évoluer dans ce contexte-là, mais ça nécessite de travailler très fortement le branding global et la manière dont on anime sa communauté de clients. Et alors évidemment, tu parlais de la seconde main, c'est nous aussi quelque chose qu'on constate de plus en plus. Je parlais tout à l'heure de l'encaissement pour compte de tiers, donc des marketplaces. Beaucoup d'enseignes aujourd'hui nous sollicitent sur le fait de pouvoir lancer justement une marketplace C2C pour connecter en fait des vendeurs qui ont déjà acheté des produits neufs chez eux et les revendre en fait à des nouveaux acheteurs. Évidemment, finalement, même s'il y avait cette tendance de fond autour de l'écologie, le RSE et autres, qui était propice à pousser ce type de nouveaux canaux de vente, il faut dire que le contexte économique a en plus donné un coup de boost à ces nouvelles façons de vendre et toutes les enseignes sont en train d'effectivement étudier ça de très très près. Ouais, tout à fait. Et là-dessus, pareil, nous aussi, ce qu'on voit sur la seconde main, c'est super intéressant ce que vous avez partagé, mais ce qu'on voit aussi sur la seconde main, c'est que là où historiquement, on avait des plateformes généralistes qui étaient sur ce terrain-là, effectivement, comme disait Jérémy, il y a de plus en plus de marques qui arrivent là-dessus et agissent, au-delà de la facilitation, elles agissent en tant que tiers de confiance et garantes de la traçabilité du produit, de sa qualité, et ainsi de suite. Et ça, c'est clairement rassurant pour les nouveaux acheteurs et aussi qui fait que pour les vendeurs aussi, ils se sentent dans un cadre bien protégé, bien cadré et ils n'ont pas à justifier que oui, c'est bien le produit en question. Ouais. C'est une vraie tendance de marché, effectivement. Ici, ce qu'on voulait aussi vous partager, c'est effectivement le point qui est, je pense, assez structurant dans votre démarche pour optimiser votre taux de conversion, qui est celui de se dire et de constater que le paiement n'est pas une étape dans votre funnel de conversion. Le paiement, en soi, en fait, c'est un tunnel dans ce tunnel d'achat. Et une fois que vous avez perçu ça, vous allez vraiment commencer à bien le piloter et à bien le maîtriser. Aujourd'hui, chez Rhapsody Conseil, on a modélisé ce tunnel à travers ce cercle vertueux, je dirais, qui commence depuis la validation du panier jusqu'aux ajustements post-livraison. Et ce que vous devez vous dire, en fait, par rapport à chacune des étapes que vous voyez ici, c'est qu'il y a des KPI qu'il va falloir définir pour pouvoir piloter, parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas piloter, et on ne peut pas optimiser. Ici, le constat, il est très clair, et je pense que tous les marchands seront d'accord là-dessus.
un panier bien garni, c'est génial. Une transaction aboutie, c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, quand on sait la débauche de moyens, comme tu disais tout à l'heure, Jérémy, qui commence même avant même l'arrivée de votre client sur le site, faire de sorte qu'il arrive sur votre site, déjà c'est du boulot, faire de sorte à ce qu'il navigue, qu'il remplisse bien son panier et qu'il valide bien le mode de livraison, qu'il soit en totale réassurance par rapport à votre site. C'est vraiment déjà beaucoup de travail et je pense que vous en êtes tous plus que conscients. Maintenant, quand vous arrivez à cette étape fameuse du paiement, il y a beaucoup plus à faire que d'allumer un cierge, en fait, et il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut et que vous devez piloter parce que 1, 2, 3 points, 4 points, 5 points, on voit aussi pas mal de marchands qui, au fait, croient qu'ils peuvent vivre très bien avec des taux d'acceptation qui sont de l'ordre de 75%, ce qui est juste fou. Quand on sait que voilà, ces points-là sont super précieux, ils arrivent en bout de parcours, mais en fait, toute perte de transaction légitime, et on va y revenir tout à l'heure, est juste une perte sèche en fait, pour tous les marchands. C'est ça en fait, sur ce point. C'est vrai, et d'ailleurs, moi je m'étonne toujours en fait, nous quand on échange avec les commerçants, même avec des partenaires, en fait, qui accompagnent sur les refontes de sites et autres, on est vraiment dans une tendance, on l'a dit, macroéconomique qui est difficile. Donc il y a des rationalisations de budget qui interviennent sur tous les éléments de la chaîne de valeur en fait qui entourent les commerçants et on est toujours surpris en fait de voir que ce sujet-là de la conversion est très souvent sous-traité. Il y a trop peu d'investissement sur cette partie-là, alors qu'en fait effectivement il y a beaucoup d'investissement en amont de la chaîne et in fine ça se ressent dans la fin du funnel. Donc c'est exactement ce qu'on allait traiter sur cette première partie de la page de paiement et de l'ensemble du parcours. Donc, c'est une très bonne introduction en fait sur ce qu'on allait vouloir traiter là-dessus. On a effectivement des commerçants qui, dans le funnel, vont beaucoup dépenser. Aujourd'hui, sont sur des possibilités budgétaires qui sont moindres en fait. Et donc, dans cette logique d'optimisation, il va falloir rationaliser chacune des étapes pour faire en sorte que sur 100 acheteurs potentiels qui rentrent sur votre site e-commerce, vous puissiez en avoir un maximum qui arrive à la fin sur un paiement validé, une transaction aboutie et donc une vente finalement réalisée. Donc, évidemment, sur la notion de paiement, on intervient à la fin de ce funnel-là et on va traiter d'autres aspects plutôt dans le funnel qui sont des bonnes pratiques aussi à mettre en place et que trop souvent, en fait, on oublie d'aborder avec les commerçants. Mais juste pour faire un petit focus sur la dernière étape, il y a énormément de choses qui vont influencer en fait le taux d'acceptation. Ça va être évidemment l'expérience utilisateur que vous allez pouvoir offrir dans cette dernière étape. Et on s'étonne toujours en fait de voir des sites qui sont hyper bien optimisés sur chacune des étapes du funnel et qui, arrivés sur cette dernière page de paiement, n'ont mis finalement assez peu d'implication et d'investissement pour offrir la même expérience aboutie sur cette étape qui est finalement presque la plus importante puisqu'elle vient valider encore une fois tous les efforts réalisés auparavant. Il y a les moyens de paiement qu'on va pouvoir proposer qui vont aussi être moteurs pour ce que tu disais, Pauline, tout à l'heure, permettre de favoriser l'augmentation du panier moyen. Aujourd'hui, les commerçants nous disent, dans cette crise-là, on revient un peu aux fondamentaux. Les fondamentaux d'un e-commerçant, c'est évidemment son taux de conversion, c'est son panier moyen. Donc, effectivement, faire plus de valeur avec moins d'acheteurs. C'est le taux de repeat buying. Et donc, pour augmenter un de ces KPI-là, qui est donc l'augmentation du panier moyen, qui est clé dans la période qu'on connaît, évidemment que proposer les bons moyens de paiement qui vont être facilitants, le BNPL, par exemple, qui est évidemment aujourd'hui très à la mode. Je m'étonne toujours de voir certains commerçants encore qui ne le proposent pas. Des acteurs comme nous, AIP, qui sommes des agrégateurs en moyens de paiement, on va faciliter en fait cette stratégie-là côté enseigne. Et donc là-dessus, Jérémy, en fait, il y a des études qui montrent que jusqu'à 43% quand même de vos acheteurs, de vos clients, vont abandonner s'ils ne trouvent pas la méthode de paiement qu'ils affectionnent le plus. Et quand je dis affectionnent, c'est-à-dire en laquelle ils ont confiance. C'est vraiment structurant ce que tu es en train de dire et c'est vraiment pas un détail à laisser de côté. Tout à fait. Donc, bon, voilà, c'est hyper important de travailler et d'optimiser sa stratégie à toutes les étapes du funnel. Et pour cela, en fait, on voulait déjà commencer à vous sonder sur le sujet du mode guest. C'est tout à fait intéressant. Le mode guest, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'offrir à votre client l'expérience d'achat
sensibiliser à créer un compte, à s'inscrire, à vous donner toutes les données que vous souhaitez avoir dans le cadre d'une inscription pour X raisons derrière, fidélisation et autres. Et c'est assez structurant. On vous invite vraiment à voter sur ce sondage pour qu'on puisse savoir où est-ce que vous en êtes. Ce qu'on peut vous partager comme information là-dessus, peut-être que ça ne paraît pas aussi important que ça, mais en fait, sachez que jusqu'à 44% quand même de vos clients, de vos acheteurs, seront plus enclins à finaliser leur achat si vous proposez ce mode guest. Et pourquoi? Parce qu'en fait, typiquement, quelqu'un qui est en de passage, il a besoin d'un article bien déterminé, il est pressé, il n'a pas envie de rentrer dans tout un tunnel d'inscription qui est plus ou moins d'ailleurs ergonomique. Et donc, il aura juste besoin de rapidement donner les informations clés qui vont vous permettre de traiter cette commande et de la livrer. Ce que je peux aussi vous partager là-dessus, c'est que dernièrement, dans le cadre d'un audit qu'on a réalisé pour un grand marchand français, ils offraient, en tout cas selon eux, le mode guest. Le problème, c'est que l'ergonomie n'était vraiment pas la bonne, dans le sens où on avait une page pour nous dire est-ce que vous voulez vous inscrire ou bien acheter en mode guest. On cliquait sur le mode guest, on se retrouvait pareil sur un formulaire d'inscription, avec une petite case à décocher en bas pour dire non, je ne veux pas m'inscrire. Donc en fait, ne jouez pas avec ça. La promesse, elle doit être là. Si vous voulez vraiment tenir compte de ce besoin, de ce désir de vos clients de ne pas s'inscrire, en tout cas pas sur cette transaction, ne faites pas les malins. Ce serait vraiment notre recommandation. D'ailleurs, c'est hyper intéressant de voir vos résultats. Merci déjà d'avoir contribué en votant sur ce premier sondage qu'on nous a proposé. C'est finalement très illustrant de ce que tu viens de dire. Seulement 54% d'entre vous l'ont déjà mis en place. Et c'est vrai que pour corroborer ce que tu disais, Iqbal, moi, je suis toujours très étonné en fait de voir dans des verticales où on est effectivement plutôt sur des tendances d'achat d'impulsion, de créer autant en fait de freins et de barrières dès le démarrage en fait du funnel sur cette obligation de s'inscrire. Surtout que en fait, à ce moment-là, ce qui doit intéresser l'enseigne, c'est de valider une première vente avec son client pour après finalement arriver à l'engager dans une relation à la marque qui sera beaucoup plus forte et qui, in fine, normalement, n'impliquera pas de frein à l'enregistrement là et à la capacité de pouvoir après mieux interagir avec elle. Donc, c'est vraiment clé et je trouve que ton chiffre est très marquant. Donc, c'est déjà un premier pilier pour facilement optimiser vos taux de conversion dans le funnel. Par contre, je vois que quand même 23% ont répondu non, ne préfèrent pas. N'hésitez pas à réagir ou sur le chat ou à ouvrir votre micro et interagir avec nous. Ce serait super intéressant de comprendre les raisons pour lesquelles vous avez sciemment pris cette décision de dire non, on ne veut pas le proposer. N'hésitez pas. Ce serait super intéressant. Quelqu'un se lance ou on enchaîne. N'hésitez pas à poser des questions, on pourra les reprendre un peu plus tard. Moi, j'ai un petit point, donc Nicolas Storm de Mister Auto. Aujourd'hui, nous, on propose le mode guest depuis plusieurs années à présent. Par contre, c'est pas un mode c'est plutôt un mode qui est en décroissance chez nous. C'est-à-dire qu'au départ, c'était très plébiscité et ça allait de moins en moins. Alors, j'ai pas les chiffres, je suis désolé, je n'ai pas préparé avant, mais c'est de moins en moins utilisé. Et nous, notre solution, ce qu'on envisage de faire à terme, c'est plutôt d'enlever ce mode guest, mais de faire en sorte de pouvoir créer sa commande en mode simplifié au niveau des infos utilisateurs, c'est-à-dire de lui demander que ce dont on a besoin à l'étape qui va bien pour justement faciliter son parcours dans le tunnel d'achat et ne pas lui demander des informations qui ne seraient pas pertinentes dans le cadre de sa commande. Typiquement, s'il va se faire livrer en relais, ou on va peut-être lui demander beaucoup moins d'informations que si on lui demandait tout son pédigré au moment de la création du compte. Donc nous, on est plutôt sur un parti on va demander le moins d'infos possible et au moment le plus opportun, plutôt que de le bloquer sur une page d'inscription, on va demander 40 champs, donc peut-être que la moitié va être utile. Hyper intéressant. Merci Nicolas pour votre retour.
Allô? Bonjour, moi, Oui. Noémie, côté Jot. On a fait le test parce qu'on a facilement aussi la possibilité de configurer le mode guest ou de l'enlever. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément bien plus de commandes en mode guest. Et le problème du mode guest, c'est que derrière, on a du mal à qualifier nos clients. Donc, nous, actuellement, la stratégie qui prime, c'est de récolter de la data client pour pouvoir les qualifier et les relancer. Donc, je pense que ça dépend aussi de la maturité de la marque. Nous, on La est marque. dans une marque qui n'est pas assez mature pour ne plus collecter de data client. Ouais. Ah, intéressant. Merci, Noémie. Je coupe juste 2 secondes, mais je suis d'accord aussi avec Noémie parce que c'est aussi un point que je n'ai pas relevé, mais au même titre que Noémie, on veut aussi emmagasiner le plus de données possible. Et en mode guest, on ne peut pas shooter de newsletter, on ne peut pas bien connaître le client, on ne peut pas les relancer. Donc effectivement, c'est aussi un levier qui nous permet, qui nous tend à abandonner ce mode. Oui, je voudrais rebondir. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais rebondir à ce qui a été dit tout à fait par rapport au mode guest. Donc, nous, on vient de lancer une place de marché qui est dédiée à la pièce détachée automobile, enfin, pièce détachée en général. Ça s'appelle la bourseaupièces.fr. Donc, je fais ma petite publicité en même temps. Nous avons, voilà, donc nous, vu qu'on est dans la pièce détachée et que l'on a mis en place pas mal de sécurité et de garde-fous contre la fraude et contre les gens malveillants, on est obligé en fait de demander à toutes les personnes qui s'inscrivent, qui passent sur le site, qui souhaitent contacter les vendeurs, de carrément s'inscrire sur le site. C'est une question de sécurité parce que quand on touche un milieu qui est sensible, qui est lié souvent à la fraude, on est obligé de demander patte blanche à toutes les personnes qui veuillent contacter les vendeurs et d'ailleurs dont l'identité est vérifiée. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Mais en effet, le mode guest peut être très bien, je pense, plus pour pour un site internet d'achat que pour comment dirais-je, quelque chose qui touche un sujet un petit peu plus sensible en quelque sorte. Voilà, c'était mon point de vue. Non, merci Philippe. Et c'est vrai que finalement, vos 3 points de vue sont intéressants dans le sens où, évidemment, nous, on partage des bonnes pratiques aujourd'hui et la bonne pratique qu'on va vous partager n'est pas forcément la bonne pratique pour toutes les verticales, dans toutes les situations, en fonction de la maturité de la marque. Noémie en parlait, c'est une bonne dimension aussi à considérer et peut-être que du coup, le mode guest, et là en tout cas, ça a été démontré que ce n'était pas forcément la bonne approche. De la même manière que dans le prisme de la fraude, on en parlait tout à l'heure avec Iqbal et Pauline, il y a des façons de faire qui vont être très différentes d'un marchand à un autre en fonction aussi de ses taux de marge sur les produits. Donc évidemment, il y a des pratiques à adapter en fonction de votre secteur d'activité, de votre géographie, la géographie que vous allez adresser, de la typologie de votre clientèle et évidemment des produits in fine que vous vendez avec la structure de marge que vous avez évidemment derrière. Ouais, carrément, la nature de la fraude à laquelle vous êtes en train de faire face aussi. Vous ne pouvez pas faire ci de ça. Et puis, pareil, vraiment, j'insiste sur comment le mode guest a été aussi pensé et implémenté. Comme tu disais, Jérémy, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, quel est le minimum syndical que je peux demander là pour envisager plus d'échanges, plus d'interactions pour plus tard. C'est-à-dire, le fait, c'est vraiment de maximiser, d'aller jusqu'au bout de cette transaction, de cette première, parce que autrement, le client se serait déjà en mode identification et non pas inscription ou guest. Et pareil, qu'est-ce que vous avez pensé sur l'ensemble de cette entrée en relation qui, encore une fois, simplifier cette transaction. Et puis derrière, quel est le canal privilégié via lequel vous allez revenir à la charge. N'oubliez pas que derrière, il y a une livraison, il y a une satisfaction client, il y a beaucoup de choses à tirer derrière. Vous aurez tout le temps d'aller engager la relation. Mais si vous avez si vous avez mis en place le mode guest juste pour la transaction et que derrière, il n'y a aucune stratégie de communication qui a été mise en place, mais effectivement, c'est une perte. On va avancer du coup s'il n'y a plus d'autres réactions, parce que sinon on va beaucoup dépasser sur le format qu'on s'était offert avec vous. Et je vais passer la main à Pauline, du coup, pour terminer sur cette partie. Et en fait, faire une petite vision aussi sur un peu plus macro, sur les enjeux qui arrivent en termes de changement de mode de paiement et de pratiques de paiement, puisque il y a un peu 2 mouvements, on va dire, qui font évoluer le paysage des paiements, à la fois la réglementation, notamment la DSP2,
dont on va parler un peu plus en détail après, donc cette directive européenne sur les services de paiement qui a encadré justement et sécurisé ces moyens de paiement, mais qui de fait rend l'acceptation du paiement, l'optimisation du paiement plus complexe. Donc il faut savoir s'adapter à ces nouveaux enjeux, tout en s'adaptant aux nouvelles pratiques. Notamment, on voit que le virement instantané, alors qui reste très minoritaire pour le moment, mais continue une forte progression, parce que là, j'ai les chiffres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement qui montrent qu'en un an, l'usage du virement instantané a augmenté de plus 85% en volume et de plus 138% en valeur par rapport à l'année dernière. Le développement des wallets, du Buy Now, Pay Later, comme tu l'évoquais, Jérémy, fait aussi que ces nouvelles pratiques, il faut savoir s'y adapter et offrir un panel de moyens de paiement qui soient adaptés à la clientèle que vous visez, sans non plus la perdre dans une trop grande complexité sur cette page de paiement. Aussi, quelques chiffres tirés de l'étude de la FEVAD avec Odoxa qu'on a fait sur la génération Z, qui en fait, donc c'est les 12-25 ans, qui a des pratiques de paiement un peu différentes par rapport au reste de la population, puisque 43% utilisent les solutions de paiement électronique. Et sur les 18-25 ans, on est à 51%, contre 39% sur la population générale. 75% achètent sur mobile. Et j'étais justement hier, j'ai eu le carte bancaire qui nous présentait les chiffres sur les cartes bancaires et qui nous disait que là où il y a plus d'échecs à l'authentification forte, c'est sur le mobile, justement. C'est vraiment un enjeu aussi sur ce paiement-là. Et voilà, aussi que 7 jeunes sur 10 ans, les sur tous 17 ans, font leur achat avec un adulte, c'est une pratique particulière. Il faut savoir s'adapter à tous ces modes-là. Et je sais que chez iPay, vous avez cette expérience. Nous, on a un prolongement très concret en fait chez les commerçants de ce que tu viens d'évoquer d'un point de vue macro et en termes de tendance. De plus en plus de commerçants réfléchissent justement et de manière assez logique à rajeunir leur clientèle et de fait, en essayant de rajeunir leur clientèle, il y a évidemment la communication, les messages, le positionnement de la marque. Il y a aussi, du coup, les moyens de paiement qu'on va pouvoir leur proposer. Donc, il y a un fourmillement d'idées qui est en train d'arriver en ce moment chez les enseignes. Elles nous challenge beaucoup sur le fait de pouvoir leur proposer des solutions différentes pour rendre les adolescents, en fait, cette génération Z, beaucoup plus autonomes au moment de pouvoir finaliser l'acte d'achat et donc maximiser, in fine, la conversion. Un petit sondage là-dessus sur les réglementations des schemes, puisqu'on se rend compte, nous, juste pour faire le contexte là-dessus, à chaque fois qu'on onboard un nouveau e-commerçant sur notre plateforme, on constate qu'on a beaucoup de remises à niveau sur l'ensemble des éléments qui sont obligatoires et réglementaires, on va dire, dans un site e-commerce et évidemment la présence de certains éléments dans les mentions légales, des conditions générales de vente qui sont complètes sur l'ensemble des sujets, la politique de remboursement, la politique de contestation, les délais pour pouvoir retourner un produit, les éléments aussi de réassurance sur les moyens de paiement qui sont mis à disposition. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à la fois réglementaires, qu'on s'étonne, nous, évidemment, de constater que beaucoup de commerçants aujourd'hui ne sont pas dans les clous de la réglementation, mais en dehors de la partie réglementaire, c'est aussi un premier pas vers la conversion et l'optimisation de vos taux de succès, puisque ces éléments réglementaires sont des éléments de réassurance pour vos clients. Complètement. Et ce qu'on observe aussi, mine de rien, ce n'est pas un exercice aussi simple que ça. Nous, on accompagne pas mal de marchands dans leur démarche omnicanal. Et effectivement, les conditions générales, elles doivent assez souvent, d'ailleurs, si on est sur des marchands qui ont commencé que sur le web ou qui ont adressé dans un premier temps que les achats web, quand ils évoluent sur le multicanal, le cross-canal, l'omnicanal, ces conditions générales doivent aussi évoluer dans le temps parce que justement, les conditions de retour et de remboursement, d'échange et la protection offerte aux clients n'est pas du tout la même. Donc, il faut vraiment faire aussi attention à ça. Et ce que tu disais était aussi super intéressant, Jérémy, dans le sens où, pareil, en fait, la défense de votre chargeback commence à partir de là, en fait. Si vous avez bien respecté toutes les règles,
bien comme il faut, vous avez été hyper transparent avec votre client, au-delà du fait de le rassurer, c'est au fait votre arme la plus puissante pour prouver votre bonne foi, que tout était très clair, explicite, il n'y a pas des conditions générales de 40 pages, caractère 4, c'était très clair pour tout le monde, et donc voilà, c'est vraiment votre meilleure défense. Ouais, le résultat est assez édifiant, ouais. Bon, pour les je ne sais pas, en tout cas, et même pour tout le monde, si ça vous intéresse, on a, nous, un petit guide, on a développé un petit guide là-dessus d'aide à l'onboarding pour nos commerçants, pour qu'ils puissent se mettre à jour au niveau de leur site e-commerce sur l'ensemble de ces éléments. Donc, on pourra vous le partager avec grand plaisir et échanger avec vous si vous voulez qu'on creuse ces pistes d'optimisation. On va continuer d'avancer parce qu'encore une fois, on est assez loquace et du coup, on est en train de prendre sur les prochaines parties. Donc, deuxième partie, comme je l'ai évoqué dans le sommaire, authentification, autorisation et scoring. Donc là, on va plutôt évoquer donc, la partie prévention contre la fraude et qui va intervenir pré-autorisation. Donc, au moment de la transaction, vous avez réussi à optimiser toute votre funnel jusqu'à cette étape du checkout. Et donc, vous avez une première capacité à vous prémunir contre les comportements frauduleux au travers de votre prestataire de paiement qui va mettre en place cette stratégie. Donc, évidemment, tout cela a beaucoup évolué ces dernières années depuis l'entrée en vigueur de la DSP2, donc le 14 septembre 2019. Alors, évidemment, ce changement réglementaire, donc une directive européenne, a été un changement de paradigme énorme puisque, pour rappel, là où avant les commerçants avaient la main sur leur politique de risque au travers de leurs prestataires de paiement et donc sur la débrayabilité du 3D Secure, la DSP2 a intronisé le fait que la décision finale est maintenant à la main des émetteurs. La banque qui a finalement fourni la carte au payeur qui est en train d'évoluer sur votre site. Donc ça a été un changement majeur. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que ça a été évidemment fait dans la douleur pour beaucoup de commerçants, beaucoup d'acteurs aussi de la chaîne de valeur globale. Bon, évidemment, c'est rentré en vigueur aussi à un moment donné où on a connu le Covid. Donc, ça a été en plus un contexte macroéconomique global qui était compliqué. Il y a eu d'ailleurs des plans de transition qui ont été opérés dans chacun des pays de la zone européenne avec différentes échéances et dates qui ont glissé au fur et à mesure. Mais ce qui est certain, c'est que il y a eu un moment donné où du coup ces plans de transition ont connu une fin qui n'avait pas forcément été très bien préparée chez certains prestataires de paiement et chez les commerçants de manière générale. Et donc, il y a eu des impacts très forts sur les taux de conversion au moment de l'entrée en vigueur effective de cette réglementation. Donc, on va voir comment, évidemment, on peut évoluer là-dessus et vous donner des bonnes pratiques. Mais avant de démarrer là-dessus, peut-être un premier sondage pour déjà essayer de jauger comment vous considérez que vous vous situez vis-à-vis de la DSP2 et des possibilités d'optimisation qu'elle induit en termes de scoring. Mais tout à fait, Jérémy. Pour rebondir sur ce que tu dis, ici, en fait, gardez en tête que la mise en place de la DSP2, il y a entre guillemets une couche technique pour être conforme, pour pouvoir aller jouer une authentification avant l'autorisation, gérer les soft declines et tout ça. Ça, c'est vraiment la couche technique, j'ai envie de dire, le minimum syndical. Maintenant, si vous commencez à optimiser cette partie-là et optimiser votre authentification, déjà, il faut jouer évidemment sur la réglementation si votre situation le permet. Typiquement, là, je parle des exemptions, mais pas que, au fait, parce que ici, dans la finesse du tuning de votre authentification, il faut savoir que les émetteurs ne se comportent pas de la même manière. Et donc ici, il va falloir que vous puissiez analyser est-ce qu'il y a des émetteurs qui sont en train de vous rejeter plus que d'autres. Enfin, quand je dis rejeter, ça veut dire vous imposer plus le challenge d'authentification forte et vous ne vous suivent pas quand vous demandez le frictionless. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand bien même, on pourrait se dire pourquoi il ne m'autorise pas à faire du frictionless? Parce que c'est moi qui le demande. Et si jamais le client s'avère être frauduleux, le liability shift, je l'ai déjà perdu et c'est moi qui vais le supporter. Et pour autant, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que les algorithmes des émetteurs ne sont pas les mêmes. Ils n'analysent pas la fraude de la même manière et ils ne sont pas aussi
frileux et risque preneur que les autres. Et donc ça, c'est vraiment structurant pour vous. Maintenant, si vous êtes dans un contexte multi-PSP, ne vous privez surtout pas vis-à-vis d'un même émetteur de challenger vos différents PSP et de voir le PSP lui-même, comment il est perçu au-delà de vous-même, comment il est perçu par rapport aux émetteurs. Ça, c'est vraiment très high level, les premières recommandations qu'on pourrait vous donner sur ça. Donc, on a les premiers résultats, optimisation de scoring. Donc, on a à peu près un quart d'entre vous, un peu plus d'un quart qui considèrent qu'ils sont à jour, un gros tiers finalement qui pense l'être, mais partiellement. Donc, ça fait quand même encore beaucoup de monde qui ont des grosses pistes d'optimisation, plus de 3 ans après l'entrée en vigueur effective. Donc, de la couche technique, c'est ce que je dis. Non, mais c'est intéressant. Mais ce que tu dis, en fait, c'est, enfin, moi, forcément, ça fait écho parce que c'est notre cœur de métier, mais il y a à la fois la dimension, tu disais, technique, et c'est pour ça que nous, on a fait évoluer notre module de scoring intelligent qu'on avait déjà construit il y a 10 ans, qu'on a lancé la plateforme, pour qu'il puisse finalement s'imbriquer dans le nouveau cadre de jeu, entre guillemets, de la DSP2. Et en plus de ça, on a fortement travaillé sur toute la notion de BI derrière pour analyser les résultats. Donc, on optimise en entrée sur les possibilités de scoring et derrière, on analyse derrière pour se dire effectivement d'un émetteur à un autre, il faut adapter sa stratégie en entrée de scoring pour aller optimiser son taux de frictionless et in fine, l'expérience utilisateur de votre client qui va pouvoir possiblement passer outre en fait une étape d'authentification forte si la transaction est considérée comme celle. Oui, bien sûr. Alors, nous, on a vraiment une vision macro et parce qu'on est en lien direct avec les banques. Les banques étaient évidemment très en retard, je suis d'accord avec vous, Nicolas. Et beaucoup de commerçants, honnêtement, ont été aussi en retard. On a mis un plan en place pour accompagner tout ça qui a été très drastique, avec beaucoup de relances, des appels proactifs des technical managers chez nous pour faire en sorte que les commerçants puissent nous envoyer tous les champs minimum. On n'était même pas dans la première phase dans quelque chose d'enrichissement qu'on va traiter juste après. Mais sur le minimum, il y en a beaucoup qui ont finalement dépassé les dates sans avoir fait le nécessaire. Donc, aujourd'hui, évidemment, tout ça est résolu, mais il y a encore des possibilités d'optimisation très fortes. Je vais avancer après le sondage. Alors, chaque sondage, donc là, on est évidemment sur la notion de scoring pour rebondir sur ce que disait Iqbal, donc pré-autorisation. Donc, il y a ces deux dimensions, pré-autorisation et post-autorisation. Donc là, on va évidemment travailler de concert avec les enseignes pour qu'elles puissent, au travers de notre module de scoring, nous passer un maximum de données de sorte qu'on puisse véhiculer jusqu'à la banque émettrice qui a, in fine, encore une fois maintenant, le choix final, toutes les données qui vont favoriser l'obtention d'une exemption, donc d'un parcours frictionless qui va permettre in fine à votre client final de pouvoir avoir l'expérience de paiement la plus aboutie possible et vous, de vous protéger sur ce fameux transfert de liability. Donc ça, c'est évidemment primordial que vous puissiez être accompagné d'un acteur qui va vous offrir de la finesse, parce qu'encore une fois, d'une verticale à une autre, d'une population clientèle à une autre, d'une géographie à une autre, et même donc d'une banque émettrice à une autre, il faut avoir cette capacité d'affiner cette stratégie de scoring. On a parlé de l'enrichissement de la donnée, donc en dehors de ces aspects purement, on va dire, prérequis techniques. Je crois, Iqbal, que tu voulais partager certains éléments là-dessus. Oui, alors, encore une fois, ça fait écho à ce que tu disais, ça fait écho aussi au fait de te dire, OK, d'accord, j'ai mis le minimum syndical en termes de conformité, mais qu'est-ce que je vais aller chercher d'autre? Parce qu'à la limite, se mettre en conformité, c'est la partie la moins sympa pour tout le monde. Maintenant, comment jouer et faire de sorte à ce que la DSP2 devienne une force et votre allié, au lieu que ça soit juste une baisse drastique de votre taux de conversion, qu'on a tous constaté initialement. Là, effectivement, c'est le jeu de données, tel que tu le disais, Jérémy. Il y a le minimum syndical en termes de jeu de données, mais il y a aussi beaucoup plus de données que vous pouvez passer à la banque émettrice.
pour la rassurer sur le fait que vous connaissiez le client, que c'est un client revenant, que vous êtes en maîtrise de la situation, que ce n'est pas quelqu'un qui a déjà été spoté comme étant frauduleux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les banques émettrices, enfin les émetteurs d'une manière générale, ne sont pas, encore une fois, égaux vis-à-vis de leur sensibilité à la fraude, et donc vont analyser différemment en fonction du panier, de la vélocité, même de la tranche horaire à laquelle est en train de se faire cette transaction, pour ou bien vous aller jusqu'au bout avec vous, ou bien vous bloquer et vous identifier avec une suspicion de fraude, voire même complètement frauduleux. Et là-dessus aussi, il y a même une évolution sur le marché qui fait que certains PSP commencent à mettre en place des appels avant même de faire le premier appel d'authentification et d'autorisation à la banque, d'envoyer un premier jet de données pour dire il y a cette transaction qui va arriver, le client est bien connu, la situation est bien maîtrisée, on sait très bien de qui on parle. S'il vous plaît, donnez-nous un avis favorable sur notre demande de frictionless. Et pareil, ça a un impact non négligeable, loin de là, sur vos succès de transformation. C'est intéressant, hein, les résultats sont très intéressants par rapport aux personnes qui ne savent pas. Et même par rapport à, enfin, ça veut dire qu'on a une majorité de personnes qui ne savent pas ou qui disent que oui, c'est amélioré. Et c'est tout à fait normal, hein, le sujet est relativement récent. Là, on sort à peine de la vague et à la fois macro du Covid, évidemment, et de la mise en place et de la conformité réglementaire. Et là, effectivement, tout le travail actuellement qu'on fait avec les marchands qu'on accompagne, justement, c'est d'aller dans cette finesse et de l'analyse de la data qui va vous permettre de rassurer les banques émettrices en place. Ouais, c'est vrai. Et juste pour ajouter quelque chose là-dessus, parce que ce que tu disais, nous, on l'a vraiment constaté avec les commerçants. Il y a eu on va dire une compréhension au moment de la DSP2 de ce sujet du scoring et de la capacité des marchands à continuer à être finalement actifs et proactifs dans le fait d'aller pouvoir obtenir des taux d'acceptation importants, même si, in fine, effectivement, le cadre de jeu avait changé puisque c'était les émetteurs qui avaient le mot final. Et on avait souvent des discours qui nous disaient sur la partie module antifraude, moi, j'en ai pas besoin puisque, in fine, maintenant, c'est la DSP2, c'est l'émetteur qui choisit. Et en fait, ça a été finalement assez long à ce que le marché prenne conscience de cette capacité, de cette opportunité qu'avaient les enseignes à finalement être beaucoup plus à la pointe que d'autres sur cette stratégie de scoring pour, in fine, finalement, mieux convertir que leurs concurrents et être moins dépendantes, finalement, des choix d'émetteurs qui peuvent être, effectivement, d'une banque à l'autre, très disparates en fonction de la sensibilité des modules de fraude que tu as autour. Et donc, évidemment, dans cette logique-là, on le disait, mais l'enrichissement de la donnée est clé en entrée pour pouvoir permettre, du coup, au PAT de pouvoir faire transiter et véhiculer toutes ces données-là jusqu'aux émetteurs et favoriser encore une fois les meilleurs taux d'acceptation et les parcours frictionless qui vont bien pour vos clients finaux. Et in fine, cette donnée-là, c'est important que votre PAT puisse vous la restituer avec une granularité hyper fine dans sa console pour que vous puissiez avoir une granularité de la donnée qui soit suffisamment, on va dire, exhaustive pour aller beaucoup plus loin dans les pistes d'optimisation et les profilages de scoring en fonction même carrément les banques émettrices que vous allez aller adresser sur chacune des transactions. Donc nous, c'est évidemment quelque chose qui a toujours fait notre force depuis 10 ans chez IP et c'est important que vous puissiez vérifier où vous en êtes là-dessus avec vos partenaires qui vous accompagnent pour voir si vous avez beaucoup ou peu ou un petit peu de pistes d'optimisation là-dessus. On va terminer ces 10 dernières minutes avec la dernière partie, donc qui est la fraude, les points clés d'attention. On a parlé du tunnel de conversion, on a parlé du scoring et comment prévenir la fraude pré-autorisation. On va parler maintenant post-autorisation avec des chiffres clés côté Pauline. On a vu que la DSP2 avait engendré une complexité sur les moyens de paiement, mais le point positif, c'est quand même que ça a permis de réduire la fraude. Donc, les chiffres que vous voyez affichés, ce sont les derniers chiffres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement qui a publié son bilan 2022 il y a quelques jours. Ce qu'on constate, c'est que le taux de fraude par carte, sur la transaction par carte, est à son plus bas historique. C'est une bonne nouvelle. Et ça se constate sur tous les canaux d'utilisation des cartes, que ce soit les paiements à distance hors Internet, donc par exemple par téléphone, les paiements par mobile,
mais qui reste encore 6 fois plus élevé que le reste des paiements par carte à proximité. Et les paiements par Internet atteignent aussi leur taux le plus bas historique, avec un taux de fraude qui a chuté de 37% en 5 ans. Donc, c'est énorme, c'est positif. Néanmoins, ça reste en fait un des canaux les plus exposés à la fraude, puisque même s'il ne représente qu'un quart des flux à peu près, il véhicule 68% de la fraude. Donc on voit que même s'il y a une amélioration, il y a encore des choses à faire. Les points positifs à noter, c'est qu'au niveau national, les transactions de 3D Secure sont 2 fois moins fraudées que celles qui sont exemptées de 3D Secure. Et que voilà, il y a quand même une amélioration globale de ces taux. En revanche, il y a un report de la fraude, ça reste plein de ressources, n'est-ce pas? Que même si les transactions par carte sont fraudées, on voit qu'il y a une sensible progression sur la fraude au virement. On voit que sur la fraude à l'authentification forte, il y a un développement de ce type de fraude qui a une complexité de traitement, puisque sur les recours du spider, une fois qu'il a été authentifié, voilà, c'est plus difficile. Donc, il y a des recommandations qui viennent d'être publiées de l'OSLB justement sur la manière de traiter ces cas de fraude. Et alors, hors paiement, je dirais, on voit le développement de la fraude au retour qui se développe. Donc là, c'est de trouver des produits qui font le même poids pour se substituer, les changements d'adresse, etc. Et qui là aussi représentent une complexité de traitement pour les commerçants. Complètement. C'est ce que tout à l'heure dans le cercle vertueux, c'est ce qu'on fait nous rentrer dans la partie ajustement post-transaction et post-livraison, parce que effectivement, c'est en train d'exploser de ce côté-là. C'est le dernier sondage de la journée. Promis. Dernière fois qu'on vous met à contribution. Ici, l'idée, c'est d'avoir un peu votre retour sur comment vous jugez votre niveau d'autonomie, je dirais, sur justement la gestion de la fraude et les optimisations possibles. Là-dessus, Jérémy, Pauline, nous, ce qu'on voit par rapport aux marchands qu'on accompagne, c'est que, alors, il y a évidemment ceux qui n'ont pas internalisé cette expertise, d'accord ? Il y en a ceux qui l'ont internalisé, mais par contre, même ceux-là, dans la majorité des cas, on va se retrouver avec un fraud manager qui va avoir la charge du think, du build et du run. Ce qui est juste, prenez-en conscience, je pense que pour de la table aujourd'hui, vous en êtes certainement assez conscient, mais c'est des exercices qui sont très chronophages, qui prennent beaucoup de temps et qui demandent aussi beaucoup d'expertise et beaucoup de recul pour être justement dans la comparaison cross-secteur, cross-marchand en termes de taille, de maturité et ainsi de suite. Donc là-dessus, effectivement, c'est vraiment cet apport de valeur que nous, on fait par rapport à nos marchands. Et l'autre point aussi qu'on constate, et là vraiment c'est assez unanime, et de l'industrie et des marchands, c'est que très souvent, l'équipe côté marchand ne parle pas forcément la même langue que l'équipe côté PSP. Et là, c'est là où aussi, quand je dis PSP ou solution pure player de la fraude. Et c'est là aussi où mettre en place cette couche, je dirais, de traduction et se positionner aussi du côté marchand peut avoir beaucoup de valeur et pour les éditeurs, parce qu'on va aller beaucoup plus vite à l'essentiel et on va vite se comprendre, et aussi un élément de réassurance pour le marchand, parce qu'effectivement, on est là pour vendre rien du tout, en fait. On n'a pas de solution, donc ça aussi, c'est important. Il y a Hugues qui demande sur le chat, pouvez-vous préciser la fraude au virement? Mais sur la fraude au virement, en fait, alors on est encore sur des montants et un profil qui est minoritaire hein, sur les modes de paiement, mais qui se développe. Alors, c'est typiquement des fraudes à l'IBAN avec des IBAN frauduleux. Ça touche beaucoup plus les transactions européennes que nationales, même si on voit que ça se développe au niveau national. Donc, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir en tant que tel sur ces fraudes. Et je vous renvoie vers l'état des lieux de la fraude de l'OSLB qui détaille vraiment tous les chiffres pour avoir une idée un petit peu plus précise. Mais c'est à avoir en tête le développe particulier. Je ne sais pas si le document a été encore publié, je vais vous mettre le lien dans le chat si je le retrouve.
Nous, on l'a constaté aussi avec des commerçants qui nous avaient dit qu'ils avaient arrêté de proposer ce moyen de paiement-là à un moment donné parce qu'effectivement, ils communiquaient leur propre IBAN pour pouvoir prendre des encaissements. Ouais. Et du coup, il y avait beaucoup de fraude à l'IBAN en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y avait des consommateurs qui réutilisaient l'IBAN pour aller derrière s'abonner auprès de différentes sociétés qui proposaient des services et qui étaient sur on va dire, des parcours d'onboarding un peu allégés à l'époque. Donc, du coup, en fait, l'enseigne qui proposait son IBAN comme moyen de paiement se retrouvait à être abonné et prélevé sur différents services. Donc, nous, par exemple, c'est pour ça il y a maintenant 6 ou 7 ans, développé une solution d'IBAN virtuel qui permet d'offrir aux commerçants en fait un virtual IBAN qui n'a de valeur que dans le système fermé IP avec le commerçant. Et du coup, ça permet d'éviter ce type de fraude-là. Merci pour vos retours, hein. C'était super intéressant aussi par rapport aux résultats du sondage. Pour aller vite à la conclusion, j'ai envie de dire qu'on n'a pas aussi dépassé sur le créneau qu'on vous avait promis. Ici, par rapport, je dirais, au takeaway qu'on vous recommande d'avoir en termes de réflexion en fait, par rapport à cette problématique, c'est que le premier constat qu'on fait tous, et toute l'industrie est unanime, et aussi bien les marchands évidemment, c'est que malgré tous ces contrôles, le risque zéro n'existe pas. Ce qui nous amène forcément au deuxième point. Et en fait, votre relation par rapport à la fraude, il faut que vous l'imaginiez en tant qu'équilibre que vous allez essayer d'atteindre entre, et je pense que tous les marchands aussi seront d'accord pour dire que leur bête noire, c'est effectivement les faux positifs et les faux négatifs. Donc, les faux positifs, c'est un manque à gagner, hein, clairement, un client, que vous avez spoté comme étant frauduleux alors que c'est un très bon client que la transaction aurait dû aboutir. Et de l'autre côté, évidemment, le pire cauchemar, c'est les faux négatifs, c'est-à-dire quelqu'un que vous auriez dû bloquer et que vous n'avez pas bloqué. Et le retour que je peux vous faire ici, c'est, alors heureusement de moins en moins, mais quand même, on croise encore des marchands. Quand on discute avec eux par rapport à la fraude, est-ce que vous avez des problèmes de fraude? Ils nous disent non, c'est hyper maîtrisé. Pour preuve, j'en ai pas du tout. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas du tout sa fraude, en fait. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement et certainement, il laisse beaucoup de transactions sur la table parce qu'on est typiquement dans des faux positifs. Donc, vraiment, attention à ça. Tout est une question d'équilibre qui va dépendre de pas mal de paramètres, hein. Ça va être la géographie, la verticale. Sur le luxe, on va retrouver le marché gris qui n'est pas vraiment de la fraude, mais c'en est quand même de la perception de la marque. On va retrouver bien sûr le segment de clients que vous êtes en train d'adresser. Et il y a des tendances aussi de plus en plus sophistiquées qui se mettent en place avec de la fraude en bande organisée. Donc voilà, vraiment, il faut rester vigilant et mettre en place la stratégie adéquate pour déjà qualifier à quel type de fraude vous faites face et puis derrière, bien sûr, mettre en place les bons correctifs. Oui, donc effectivement, juste pour terminer là-dessus, du coup, la stratégie de scoring personnalisé et son monitoring derrière pour pouvoir sans cesse adapter votre façon de scorer et de recherche de l'équilibre parfait qu'évoquait Ibel sur ce curseur entre évidemment conversion optimisée et prévention contre la fraude. C'est un enjeu majeur pour vous au quotidien et ça doit être l'enjeu majeur de votre prestataire de paiement qui vous accompagne. En tout cas, c'est le nôtre. Et du coup, on travaille étroitement avec les commerçants qui nous ont fait confiance là-dessus. Donc, on va terminer cette session là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir été aussi actif aussi dans la session qu'on avait imaginée. Évidemment, vous avez nos coordonnées si vous souhaitez aller plus loin dans ces échanges et qu'il y a des aspects qui ont levé peut-être qu'on a évoqué aujourd'hui, qui ont levé des interrogations chez vous. Donc, vous avez tous ces éléments. On vous partagera ça à l'ensemble des inscrits. Et puis, évidemment, on espère échanger très prochainement avec vous sur l'ensemble des sujets. Merci à tous et bonne fin de journée et bon appétit du coup, vu l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.